Donc, je vais vous parler de ces aires protégées sahéliennes dans le cadre de cette discussion de la COP 15. Alors, évidemment, on est dans un contexte un tout petit peu particulier puisque le Covid a différé les décisions qui devaient être prises en 2020. Et donc, d'ici fin 2022, on devrait avoir ce nouveau cadre mondial, assez facile à lire pour nous, puisqu'il reprend largement les éléments du cadre stratégique 2010-2020 et des objectifs d'Aichi. Le monde a entendu parler. Alors, ce nouveau cadre, normalement, à la 15 en Chine bientôt, donc, devrait adopter un objectif 3, et cet objectif 3 va remplacer, bon an, mal an, l'objectif 11 d'Aichi, hein, et donc s'adresse aux aires protégées. Alors, il nous dit plein de choses, mais pour aller droit au but, il propose de protéger 30% de la surface de la Terre, de protéger 30% de la surface de la Terre. Voilà. Ça ne veut pas dire, et c'est ça qui est important à noter, qu'on va faire 30% d'aires protégées. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de protéger 30% de la planète avec des aires protégées et d'autres mesures efficaces de conservation par zone, ce qu'on appelle les AMCEZ en français ou OECM en anglais, qui sont donc des territoires qui font de la conservation, mais n'ont pas un objectif premier de conservation. Ce ne sont donc pas des aires protégées. Donc, il ne faut pas dire, par souci de raccourci, la Terre sera couverte de 30% d'aires protégées d'ici 2030, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'étendre des mesures de protection et de conservation sur 30% de territoires, dont une partie de ces territoires seront des aires protégées. Ça veut dire que sur les autres 70%, il faut aussi faire des efforts. Mais en tout cas, on donne la priorité à 30% et on sait déjà que ce n'est pas forcément suffisant. Alors, évidemment, on voit là dans ce descriptif le texte de cet article 3, de cet objectif 3 tel qu'il existe aujourd'hui. On voit qu'il vient avec tout un tas d'attributs que je ne vais pas tous détailler, ça nous prendrait trop de temps. Je voudrais me consacrer à quelques aspects de ces attributs qui peuvent intéresser plus particulièrement la zone sahélo-saharienne, et je les ai mis ici en rouge. Alors, la première chose, c'est que cet objectif 3 nous dit qu'on va protéger 30%. Là, dans la zone sahélo-saharienne, ça sera des terres. Encore faut-il que ces terres existent et qu'elles existent en quantité suffisante. Il faut observer déjà que la zone sahélo-saharienne, qui nous a été expliquée avant, globalement est sous-représentée dans les statistiques globales. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore atteint les 17% qui étaient l'objectif d'Aichi sur ces territoires. Ça veut dire que non seulement il faut atteindre ces 17%, mais en plus, il va falloir en faire plus pour atteindre les 30% espérés, encore une fois, pas qu'en aire protégée, mais en territoire où l'on fait de la conservation. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Le premier travail, et qui est très important, même s'il peut paraître anecdotique, ça va être de nettoyer la liste, la base de données mondiale sur les aires protégées, les MAP ou la WDP, pour se débarrasser de tous les territoires qui ne sont pas ou n'ont jamais été ou ne sont plus des aires protégées. C'est important parce que si on travaille sur des objectifs chiffrés, et c'est ce qu'on fait puisqu'on a défini 30%, il faut que ces chiffres couvrent une réalité, qu'ils s'adressent à des territoires qui sont bel et bien ceux dont on parle. Donc, il faut commencer par clarifier la liste. Ça va s'accompagner de réduction de surface, c'est-à-dire des zones qui vont être considérées, qui deviendront plus petites parce que des parties seront retirées parce qu'elles ne sont plus protégées. La disparition de certaines aires protégées, tout simplement, soit qu'elles n'existaient pas, soit qu'elles ont disparu avec le temps, soit une diminution du niveau de protection pour tenir compte de nouveaux contextes. OK. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas qu'il faut détruire des aires protégées ou les découper, etc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir le courage de regarder la situation en face et
de décider qu'on va mettre dans notre liste d'aires protégées, dans notre base de données, les territoires qui sont effectivement des aires protégées, et à partir de là, on pourra travailler. Ça veut dire que, bon an, mal an, on est autour de 14-15% d'aires protégées dans cette zone. Le chiffre va descendre, je ne sais pas de combien, mais on va peut-être perdre 3, 4, 5, 10%, j'en sais rien. En tout cas, il faut avoir le courage de faire ce travail. Alors, évidemment, ces territoires que l'on sortira de la WDPA, ils vont en grande partie devenir, pour certains d'entre eux en tout cas, des autres mesures de conservation effective par zone, donc ça ne va pas impacter les 30% d'euros. Et puis, pour ajouter des territoires qui seraient des aires protégées, on a toujours évidemment la possibilité de créer des aires protégées dont on peut imaginer, si c'est le cas, elles seront soit sur des territoires où la conservation doit se faire de façon forte, des territoires à fort enjeu biodiversité, soit des aires protégées avec des niveaux de protection pas trop importants pour inclure des activités socio-économiques des catégories 4, des catégories 6, ce qui est de toute façon la norme actuellement, c'est plutôt ce type d'aires protégées qui sont développées et qui se créent. Alors, l'autre façon évidemment d'augmenter nos pourcentages, une fois qu'on a transféré les aires protégées ou qui n'en sont plus, c'est d'identifier de nouveaux territoires de conservation effective. Alors, ces territoires, on ne va pas les créer, ils existent, il faut aller les chercher, les identifier et les intégrer à la base de données mondiale qui comporte une catégorie AMCEZ pour ces nouveaux territoires. Ces nouveaux territoires, c'est des forêts classées, ce sont des zones de chasse relativement bien gérées, ça peut être des territoires agricoles où on fait de la conservation, etc., etc. Donc, ce sont des territoires qui, jusqu'à présent, n'étaient pas considérés comme des aires protégées, et c'est normal, mais qui seront considérés comme des territoires pouvant faire de la conservation et de la bonne conservation. Tout ça pour dire que ces zones, dans la zone sahélo-saharienne où la densité humaine est relativement faible, hein, ces zones, très certainement, existent. Et donc, on va pouvoir, aires protégées plus ANCEZ, atteindre, si on veut, si on travaille, les 30% espérés. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a vu tout à l'heure que nos aires protégées, enfin nos futurs territoires de conservation, pardon, nos futurs 30%, venaient avec tout un tas de critères, d'attributs, de connectivité, etc., etc. Alors, je passe sur la plupart d'entre eux et je me focalise sur un qui peut paraître un peu secondaire dans cette liste et pourtant il est central et en particulier dans la zone qui nous intéresse, et c'est l'équité, et plus particulièrement au sein de l'équité, parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, sauf dans les médias actuellement, c'est la légitimité de ces territoires. On aurait tendance à penser que la légitimité s'applique plutôt aux territoires de forêt où il y a des peuples autochtones, des indigènes, enfin peu importe comment on les appelle, et pas aux grandes zones pastorales à faible densité comme la bande sahélo-saharienne, mais ce n'est pas vrai. Les questions de légitimité se posent dans cette zone exactement comme ailleurs. Alors, parler de légitimité de ces territoires, enfin de ces aires protégées ou de ces 30%, disons, pour faire simple, c'est d'abord parler de la légitimité des territoires, c'est-à-dire s'assurer que ces territoires, quels qu'ils soient, sont acceptés, sont compris, voire aimés, ça serait idéal, hein, par tous ceux qu'ils influencent. Ces territoires influencent des personnes, ça peut être des gens localement ou des gens de façon globale dans le pays, au niveau national, les citoyens d'un pays, mais de toute façon, la légitimité de ces territoires passe par leur acceptation par ces personnes, que ces personnes soient impactées positivement ou négativement par les 30%, il faut qu'ils acceptent leur existence ou leur création et leur reconnaissent la légitimité d'exister. Donc, des territoires légitimes, on peut y arriver. Ça veut dire derrière ça qu'il y a des acteurs légitimes. Alors, discussion qui peut paraître superflue, mais à l'heure actuelle, on voit que les acteurs qui gèrent les territoires où on fait de la conservation, AMCEZ ou AP, ces acteurs sont de plus en plus nombreux, différents. Avant, il y avait surtout l'État. Les communautés s'occupent de beaucoup de choses, les acteurs privés, les acteurs économiques, donc, et souvent des groupements de tout ça. Par conséquent, les limites entre les acteurs, les décideurs sont de plus en plus floues.
Ce qui compte, c'est que ceux qui prennent les décisions et ceux qui sont impactés par la décision soient bel et bien en charge de ces décisions et par conséquent qu'on ne remplace pas, qu'on ne retire pas la responsabilité de la gestion de ces territoires, à MCEZ ou AP, à ceux qui en sont les véritables dépositaires. Or, la tendance actuelle, souvent, c'est de dire on va les remplacer par des opérateurs qui savent faire et qui savent faire à leur place. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire pour la durabilité et donc le futur de ces aires protégées. J'ouvre une petite parenthèse, c'est ce qu'on reproche à un certain nombre d'acteurs ou de process en cours en Afrique et que, malencontreusement, on qualifie d'éco-colonialisme ou de colonialisme vert parce que, justement, on a remplacé des acteurs légitimes par des acteurs dont la légitimité est questionnable et ça recrée et ça relance ces débats qu'on croyait pourtant oubliés. Alors, des territoires légitimes, des acteurs légitimes et évidemment des méthodes légitimes. Ces méthodes, elles doivent être adaptées à la culture, au savoir, au contexte local, hein, et non pas, encore une fois, reprendre des vieilles méthodes, des vieilles recettes du passé et les appliquer désespérément alors que la situation ne s'y prête pas. Je pense en particulier à l'application des lois, puisque très souvent dans les aires protégées, et notamment en Afrique, on met en avant la nécessité de faire appliquer la loi, de faire respecter le droit et donc, in fine, de lutter contre le braconnage comme étant la priorité. C'est rarement le cas, mais c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on pense. Et du coup, on cherche à développer des partenariats avec des gens qui appliquent la loi, parfois des mercenaires de la conservation. Et ça n'est pas une façon de répondre de façon légitime à des enjeux qui peuvent nous questionner et qui ont aussi leur légitimité. Par exemple, demander à des aires protégées de restaurer la sécurité. Tout à l'heure, on a parlé de sécurité et d'insécurité dans la zone sahélo-saharienne. C'est vrai qu'elle existe, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas aux aires protégées d'établir ou de rétablir la sécurité, parce que ce faisant, si on leur fait faire ce travail, on se met à dos tout un tas de partenaires qui, plus tard, manqueront désespérément à la durabilité de ces territoires. Alors voilà, l'équité, la légitimité. Et puis le dernier point, mais je vais passer rapidement là-dessus, que je voulais voir après cette discussion, on a vu qu'il y a ces territoires potentiellement, qu'ils peuvent être légitimes moyennant certaines mesures, et il faut qu'ils soient représentatifs, parce que évidemment, c'est facile de faire des traits de carte et de créer 10 000 km² à gauche, à droite, dans le désert, sans se poser la question de savoir si on y inclut véritablement la biodiversité de la zone. Donc, la représentativité est extrêmement importante. Hein. Elle reposera sur l'identification des zones. Alors, les méthodes sont éprouvées aujourd'hui, et notamment les zones clés pour la biodiversité, Key Biodiversity Areas. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, on va avoir, là encore une fois, le courage de prioriser ces sites dans les efforts et dans les investissements. Ça veut dire qu'il faut, pour la décennie qui vient, s'acharner sur les sites où il y a un enjeu écologique, où il y a une possibilité de travailler, où il y a les partenaires qui vont bien, pour éviter de gâcher nos ressources, qui sont évidemment limitées, au mauvais endroit, et avec les mauvais partenaires. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire évoluer nos choix de conservation. Disant cela, je sais pertinemment que, bon, on peut hausser les épaules, tout le monde se dira oui, ben non, bon. Mais en fait, travailler et perdre son temps sur des parcs, soit qui n'existent pas, soit qui n'existent plus, soit qui n'existeront jamais, parce que le contexte est tel, c'est perdre le peu de temps, d'argent et d'énergie qu'on a, alors qu'il y a d'autres territoires qui méritent qu'on leur accorde de l'attention. Mais encore une fois, c'est une question de courage et de décision. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ces aires protégées et ces AMCEZ, bien évidemment, ce n'est pas une fin en soi. Le but du jeu, ce n'est pas de créer des aires protégées, mais de les utiliser. Ce sont donc des outils. Et ces territoires ne donneront de résultats qu'en fonction des ouvriers qui les utilisent. Donc, on a vu les acteurs légitimes et de la façon dont ils les utilisent. Donc, on a vu des méthodes légitimes. Hein. Donc, tout ça, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à la notion de gouvernance de ces territoires,
On sait faire des comptages, on sait faire voler des drones, on sait faire de la lutte anti-braconnage, on sait faire des patrouilles, on sait guider, on sait accueillir des touristes. Tout ça, c'est de la technique. En vérité, ce qui manque en général dans les territoires, qui sont ceux qui nous intéressent, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est-à-dire la capacité à construire une voie durable, légitime et efficace avec les personnes qui vont bien. J'en termine là-dessus pour ne pas déborder sur mon temps et je vous remercie de votre attention.